Le livre du jour, un peu de fraîcheur. On va s'intéresser aux tubes de l'été avec la grande histoire et les petits secrets des tubes de l'été. Il est signé Jean-Marie Potier et Azalin Pozioli. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors Jean-Marie Potier, vous êtes journaliste et chroniqueur musical, et Alain Pozioli, vous êtes parolier et vous avez publié plusieurs ouvrages musicaux. Voilà pour les présentations. Un constat en France, le tube comme on l'appelle, on reviendra sur ce mot tube tout à l'heure, a de multiples facettes, parce qu'il peut être chanté en français, il peut être chanté en anglais, ça peut être un slow ou bien une danse. Autrement dit, il n'y a pas de recette miracle pour faire un tube. Non, il n'y a pas de recette, mais il y a des ingrédients. Il y a par exemple, c'est préférable d'avoir une mélodie qui soit facilement mémorisable, d'avoir un texte pas trop compliqué, d'avoir un gimmick musical qui se retient, qui attire l'attention. Donc il y a des petites choses, mais on n'est pas sûr que ça marche à tous les coups. Parce qu'il y a des exceptions à la règle, parce que c'est souvent les tubes de l'été, des chansons qui sont légères concernant les paroles. Et puis il y a des chansons comme les corons de Bachelet. Oui. La tristesse des mineurs, c'est pas forcément un thème évident pour faire un tube de l'été. Ou Papa Outaï de Stromae, qui raconte l'abandon d'un père. Donc il n'y a pas une règle pour faire un tube de l'été. Il y a des surprises. Par exemple, il y a des chansons qui ont un thème beaucoup plus grave qu'il ne paraît. Je pense donc, vous venez de citer Papa Outé, mais il y a également L'Aigle Noir de Barbara, qui raconte un drame intime qui est vraiment... que lorsqu'on l'écoute la première fois, on n'imaginerait jamais quel est le véritable sujet. Et il y a des chansons aussi qui, en apparence, sont légères, mais qui rencontrent l'air du temps. Je pense notamment à « Et j'entends siffler le train » de Richard Anthony, qui est une chanson qui est sortie à l'été 62. C'était la fin de la guerre d'Algérie. En apparence, on pense que c'est une histoire d'amour, mais en fait, le grand public l'a assimilé à autre chose. C'est-à-dire qu'à l'époque, pendant la guerre d'Algérie, pratiquement chaque famille avait un membre de la famille, qui est un oncle, un père ou un frère, qui prenait le train pour aller se battre en Algérie. Et du coup, les gens ont assimilé ça, et c'est devenu une chanson phénomène à cause de ça, alors que c'était pas l'intention du départ. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y a de commun? Alors, on va prendre quelques-uns de ces tubes qu'on retrouve dans votre livre. Au hasard, Zorbal Grek, qui a été à la musique du film. Alice, par exemple, ou Born to be Alive. Enfin, je veux dire, quand on a les trois en tête, tout le monde, je pense que là, ça parle à tous les téléspectateurs. Mais il n'y a rien de commun, mais on rejoint les ingrédients que vous décriviez. Voilà, c'est si on prend ces trois exemples, les ingrédients communs, en fait, aux trois, qu'est-ce que ça peut être? Il y a une bonne mélodie au départ. La mélodie est très très importante. Les arrangements aussi. Bon, pour Born to be Alive, là, on est dans le disco. On n'est plus dans un slow, alors que dans les années 60, on avait beaucoup de slow. Born to be Alive est peut-être moins mélodique et plus rythmé, plus rythmique. Et puis c'est une chanson, mais qui au départ, personne en France ne voulait signer Patrick Hernandez. Il a été obligé de signer en Italie avec un petit label. Ça a fait un tube en Italie, et c'est arrivé aux oreilles des Français, des Belges, des Suisses, et puis il a été signé un peu partout après. Et ensuite, il est allé jusqu'aux États-Unis. Donc ça a été un tube mondial. Mais c'est un petit peu une exception aussi qui confirme la règle. Il a fait un tube mondial, il n'a pas réussi à en faire d'autres, mais il faut préciser que Born to be Alive, ça lui rapporte 1000 à 1500 euros par jour. Oui. Là, c'est de quoi tenir toute une vie, plus besoin de travailler. C'est ce qu'il fait. Ah oui. Et il a eu beaucoup de mal après à imposer d'autres chansons. Parce que, et encore aujourd'hui, on lui demande toujours Born to be Alive. Il a fait un ou deux albums après, par la suite, mais c'était très très difficile pour lui de s'imposer à nouveau. Il reste enfermé dans son succès, en quelque sorte, comme d'autres d'ailleurs. Oui. C'est pas le seul dans ce cas-là. Il n'est pas le seul, mais il y a quand même des gens qui ont réussi à faire d'autres tubes après. Il y a des gens comme Claude François, comme Sheila, Johnny, Dalida, des gens... Jodassin, ils ont eu de grands succès et aussi plusieurs succès d'été. Mais pour Patrick Hernandez, il ne regrette rien d'ailleurs. On l'a rencontré, on l'a interviewé, il ne regrette rien. Parce que lui, il s'amuse bien, il fait toujours des tournées, ça marche très bien financièrement, mais c'est pas le cas de tout le monde. On pense à Boys de Sabrina, après il y a plus rien d'autre. Nuit de folie pour début de soirée, soirée disco pour Boris. On sait que depuis les années 90, les chaînes de télévision, elles choisissent un tube de l'été à l'avance, elles le matraquent pour qu'il se vende bien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'interprète d'être catalogué artiste trop marketing ? Si, c'est justement le risque, et c'est pourquoi certains chanteurs hésitent à rentrer dans cette formule-là.
Et c'est vrai que ça les fige, ça leur donne une image qui est parfois fausse. Mais c'est emblématique pour la suite d'une carrière, effectivement. Mais bon, il y a des miracles aussi. Il y a des gens qui ont fait un tube énorme et qui ont fait une grande carrière derrière. Je pense à Christophe, à Hervé Villard, des gens comme ça, qui ont démarré sur un tube monstrueux, qu'on entend encore 50 ans après, mais qui, quand même, ont fait une carrière importante. Marie-Hélène parlait de ces chanteurs qui ont disparu, ou chanteuses d'ailleurs qui ont disparu. Vous en avez peut-être rencontré certaines ou certains. Comment est-ce qu'ils le vivent ? Mais il y a les deux cas de figure. Il y en a qui le vivent difficilement, effectivement. Puis il y en a d'autres qui ont réussi à passer à autre chose, pour qui ça fait partie d'une autre vie. Et ça fait des beaux souvenirs. Et bon, la vie continue. Et quand on voit le succès de Star 80, il y a eu toute une tournée, comment vous expliquez que des tubes et puis des interprètes qui étaient catalogués ringards soient devenus cultes maintenant ? Parce que la nostalgie fonctionne à plein rendement. Le temps qui passe adoucit. Et puis ces chansons sont comme des madeleines de Proust. Quand on les entend, depuis qu'on a sorti le livre, là, les gens nous disent « Mais oui, cette chanson me rappelle tel souvenir, me rappelle des vacances, me rappelle telle rencontre. » Il y a des gens qui se sont rencontrés sur des tubes comme ça, sur des chansons. Des slows, notamment. Sur des slows, voilà. C'était fait pour ça aussi. C'était fait pour ça, ouais. Et ça a changé. C'était plutôt les années 60, les slows. Jusqu'aux années 80. Jusqu'aux années 80 ouais. 60-70. Mais ça a disparu après. Raréfie au fur et à mesure des décennies, effectivement. Oui, et puis les années 70 vont être un petit peu plus rythmées dans les tubes d'été avec le disco. L'arrivée du disco en 75, 76... jusqu'en 79-80. Donc là, on a vraiment des chansons très très rythmées. Dans les années 80 aussi, là, c'est l'ère de l'électronique aussi, des synthétiseurs, les années 80. Michel Jarre, oui. Voilà, et des choses beaucoup plus électroniques. Puisque vous parlez du disco des années 80, en lisant votre livre, on a en tête les musiques et on a aussi en tête les clips. Et on se dit qu'aujourd'hui, on pourrait pas refaire des clips comme Nuit de folie. Il y avait sur un fond vert, ils avaient des vestes très colorées, un fond vert sur lequel on projetait des images un peu psychédéliques. Ou encore le clip de Pour le plaisir. Le clip, il dure près de 4 minutes et il y a 30 secondes qui commencent par un dézoom, place de la Concorde. Et puis le clip tourne uniquement dans cette zone. Et aujourd'hui, il n'y a aucun réalisateur qui pourrait faire un clip pareil. Il y a toujours des choses improbables dans ce domaine. C'est une question de mode aussi. Enfin, il y a des codes. Bien sûr, il y a des codes, effectivement. Il y a des codes qui changent en fonction des... Et puis au départ, il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens. C'est vrai. Ouais. Personne ne pouvait prévoir le tube. Donc au départ, on tourne un clip avec 3 francs 6 sous, des zooms à n'en plus finir. Et puis voilà. Il y a une chose qui est amusante aussi, c'est que certaines maisons de disques n'ont pas du tout cru à certains titres qui sont devenus des tubes énormes. Je pense par exemple à Que je t'aime de Johnny Hallyday. La maison de disques l'avait choisi en face B, alors que c'est devenu une de ses plus grosses ventes des années 60. Face B à l'époque où il y avait des cassettes. Ouais. Pour les jeunes qui nous regardent. Des 45 tours. Ouais, Michel Delpech, c'était une face B aussi, le fameux Pour un flirt. Face B. I Will Survive, Gloria Gaynor. Face B aussi. C'est incroyable. Ça revient d'ailleurs à la mode, les vinyles, les bons vieux vinyles, oui, absolument. 45, 33 tours, on va peut-être pas dire 78. Il y a un changement qui s'opère dans les années 2000. Bon, c'est Internet où là quand même le tube c'est plus le tube, quoi. C'est plus la même chose. Les moyens de diffusion, ont changé. Avant, c'était les radios qui assuraient la promo. Après, ça a été la télé. Et maintenant, depuis une bonne quinzaine d'années, tout passe quand même par Internet. Enfin, pas tout, mais une grande partie. Et puis, il y a une segmentation de la musique. Chaque corps social, presque, a sa musique appropriée. Donc, avant, le tube de l'été concernait tout le monde, toutes les générations, toutes les catégories sociales. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et comment expliquer qu'un tube, plutôt qu'un autre, va dépasser les frontières ? Vous mentionnez le record absolu, 2 milliards de vues sur YouTube d'un Sud-Coréen. Voilà. Gangnam Style. Ouais. Bah, c'est la partie mystérieuse du sujet, c'est qu'il n'y a pas d'explication rationnelle, en fait. C'est des facteurs complètement improbables aussi. Et quelque part, c'est rassurant. C'est rassurant, finalement. Il n'y a pas de recette absolue. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce garçon ? Très riche. D'accord, mais il fait plus rien.
Oh, ça dit, Oh, il continue, mais il avait fait ça. Il a plus besoin. C'était un jeu. Il avait fait ça aussi pour s'amuser. Hein. Il appelait ça d'ailleurs la danse du cheval, qu'il a inventé dans une émission de télévision. Et puis, il doit son succès à Internet. On n'arrête pas d'employer le mot tube depuis le début de cette interview. Alors, il n'a pas été inventé, prononcé au hasard, ce mot tube. Vous nous rappelez sa signification? Comment il est né? D'après ce qu'on sait, c'est Boris Vian qui a donné ce nom bizarre à un succès, parce qu'au départ, on parlait, c'est encore plus bizarre, on parlait de saucisson. Alors, en imaginant un saucisson, ça se coupe en rondelles comme un 45 tours, voilà. C'est très, encore une fois, c'est quelque chose de très improbable, l'explication, mais c'est Boris Vian qui a donné ce titre et il a été repris par tout le monde. Et sur quels critères vous avez établi votre sélection? Je note que la soca dance n'y est pas. On avait un problème de nombre de pages. Ah, d'accord. Il y aura un tome 2 alors. Voilà, c'est ça. On espère. Bien. Si on fait un tube avec ce livre, on fera un deuxième. Eh ben, on renvoie donc à Grande Histoire et Petits Secrets des tubes de l'été, avec une préface d'André Torrent, l'animateur célèbre de RTL. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous.